On commence avec cette image assez inédite. Soyez très attentifs et observateurs. Vous avez vu? Mais regardez ce qu'il y a dans l'eau. Il y a des gens, il y a des humains dans l'eau. C'est en Europe, c'est l'Espagne et c'est aujourd'hui dans les images qui recommencent à tomber sur les agences de presse comme Reuters. On sent que quelque chose se passe. Regardez le bien que ça fait de simplement voir des humains pieds nus sur le sable et de voir des personnes qui portent des planches de surf à la place de 40 rouleaux de PQ. Le bien que ça fait de voir cette femme qui fait de la gym en fluo rose, à l'air libre, pour une fois que c'est pas ta voisine d'en face, seule dans son appart, devant Motus. Que ça fait du bien de réentendre les gens crier dans un manège. Que ça fait du bien de voir un ticket de cinéma ressortir de la machine. Vous savez, quand le ticket sort et qu'il est attaché au milieu et que vous devez couper les deux morceaux. Que ça fait du bien de voir des Nigérians danser à nouveau. Que ça fait du bien de voir quelqu'un en Grèce dans une librairie qui ouvre un livre pour éventuellement l'acheter, éventuellement. Que ça fait du bien de voir les Espagnols sortir se promener à Barcelone. Et que ça fait du bien de voir quelqu'un en Marcel noir un peu trop moulant couper des cheveux. Les coiffeurs allemands et autrichiens ont repris donc leur massacre. Voilà, c'était des images normales mais anormales. Demain, je vous trouve une image d'un humain sur un escalator. C'est mon défi. Ah, c'est osé. Ouais, c'est osé. Le Morning Glory est aujourd'hui sponsorisé par cet objet qui sert à faire ressortir vos mots ou phrases importantes pour les faire donc ressortir d'un texte. Concentrez-vous sur le ministre Julien de Normandie. Elles ne le sont pas simples. Alors, qu'est-ce qui est important? Nous sommes sur une ligne de crête. Et bien ça. Si nous allons trop vite dans le déconfinement, Il y a ça. nous Il y a risquons ça. de mauvaises nouvelles Il y a ça. sanitaires. Il y a ça. Ouvrir Il y a les ça. cafés-restaurants, Il y a ça. Il y a ça. nous allons Il y a ça. progressivement pour vérifier Et ça. qu'à chacune des ça. étapes que nous Il y a passons, ça. garantir Il y a la ça. sécurité Et il y a et ça. de faire Et puis il y a repartir ça. Et notre il y a pays. ça. Voilà. Et au résultat de l'opération, 0. Est-ce que quelqu'un pourrait leur dire qu'on n'est pas totalement con? L'objectif du gouvernement n'est pas d'empêcher les gens de se déplacer. L'objectif du gouvernement, c'est d'empêcher que le virus se déplace. Or, pour se déplacer, le virus utilise celles et ceux des Français qui se déplacent. Attention, hein. Je n'imagine pas une seconde que tu prennes la voiture dans mon dos pour aller en boîte alors que tu n'as pas le permis. Je n'imagine pas une seconde qui lèvent leur engagement et que du coup, ils fassent courir un risque collectif à chacun. Je te fais confiance, hein. On a retenu le principe de la confiance. On fait confiance aux Français. Je fais vraiment confiance aux Français. Je fais vraiment confiance d'abord aux Français. C'est un dispositif qui se construit aussi sur la confiance. Nous faisons confiance dans les Français. Confiance. Je fais appel à ton sens des responsabilités. Nous comptons sur le civisme des Français et l'esprit de responsabilité. Le gouvernement a fait le choix, je le disais, de la confiance et de la responsabilité. Et notre objectif est de nous reposer largement sur le civisme de chacun. On fait appel au civisme, à la responsabilité. On va avoir besoin du civisme de tous. Et nous faisons confiance à l'esprit de responsabilité des Français. Faire confiance aux Français dans leur sens de la responsabilité. Sinon, t'es puni jusqu'en septembre. Alors ces vacances, elles vont aussi dépendre des efforts que les uns et les autres, on va pouvoir faire tout au long de cette première phase de déconfinement. Parce que tout recule dans la semaine qui vient sur le respect des règles du confinement. Ce serait une progression du virus. Et donc ça menacerait le 11 mai. Un peu trop d'insouciance, et c'est l'épidémie qui repart. Lundi, le déconfinement commence et mon image du jour, c'est une image du monde d'avant. C'était le 10 mars dernier. Bienvenue au plus grand rassemblement de Schtroumpf. Étienne, tu nous avais montré ce grand rassemblement de Schtroumpf à Landerneau en Bretagne. C'était l'époque où on pouvait aller au restaurant, chez le coiffeur, se rassembler par centaines sur un parking. Ce bon vieux temps où l'on pouvait même se grimper dessus. Alors c'était il y a 2 mois, au tout début de l'épidémie. La France comptait alors 1800 cas, 33 décès. Et justement, on a voulu voir à quel point, en quelques mois, tout a changé. Exemple, à l'époque, le confinement nous paraissait impossible en France. Au début de l'année, quand la Chine a commencé à confiner la population à Wuhan, écoutez ce que disait Olivier Véran, c'était le 18 février.
La Chine a pris ses responsabilités en mettant en place des mesures de confinement, d'isolement. Je ne suis pas sûr que ce serait possible de réaliser tout cela dans un pays dans lequel les réseaux sociaux seraient ouverts. Le confinement, apanage des régimes dictatoriaux, c'était aussi l'argument du généticien Axel Kahn début mars. Dans un pays démocratique comme les nôtres, la capacité réellement de maintenir un confinement comme on l'a maintenu à Wuhan est faible, il faut bien reconnaître, très faible. Mais aussi sur RMC le 28 janvier. On peut voir ça que dans une dictature presque, parce que du jour au lendemain et en quelques heures, empêcher les gens de sortir d'une ville. Et écoutez la suite. Imagine demain que ça se passe en France et que le gouvernement dise on ferme Angoulême par exemple ou Grenoble. C'est impossible avec nous. Ça semblait tellement impossible qu'en janvier, comment on l'appelait le virus ? Coronavirus chinois. 3 cas de coronavirus chinois. Coronavirus chinois, bon maintenant c'est notre coronavirus à nous tous. On s'est intéressé aussi à la parole politique. On sait désormais que la France a manqué de masques et de tests dès le début de l'épidémie. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs reconnu le 13 avril dernier. Alors, étions-nous préparés à cette crise ? À l'évidence, pas assez. Alors ça, c'était en avril. Et pourtant, en février déjà, avant l'épidémie, les ministres prétendaient tous l'inverse. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Et quand je vous dis que la France est prête, c'est que la France est prête. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'état, donc ils sont renouvelés, on les a. Emmanuel Macron lui-même, le 10 mars. Nous avons anticipé, nous nous sommes préparés. Alors, étions-nous préparés à cette crise ? À l'évidence, pas assez. Voilà, au début de l'année, on était préparés, on était les plus forts, à tel point que quand l'épidémie est arrivée en Italie en février, on fanfaronnait, y compris dans les médias. La France ne s'en sort pas si mal. 1784 cas contre plus de 10 000 en Italie. Est-ce que l'Italie n'a pas pris cette décision parce qu'elle a raté peut-être une marche au début de l'épidémie ? On leur donnait même des leçons. L'attitude française de vouloir limiter cette diffusion est sûrement la meilleure et c'est peut-être cette étape-là que nos amis italiens n'ont pas tout à fait réussi. Et sur notre plateau, le 10 mars dernier, Michel Simès pensait lui aussi que la France serait épargnée. Mais on n'est pas en Italie, Yann. L'Italie a un service de santé qui est probablement beaucoup moins performant que le nôtre. On s'y est pris à temps. Il y a moins de risques, en tout cas, que ça arrive ici. Il y a moins de risques, on est mieux préparé. Et puis, je ne crois pas qu'un jour, on va mettre la France en quarantaine, toute la France en quarantaine. Et pourtant, la même semaine, les journalistes français en Italie nous prévenaient. Les Italiens nous disent « Attention, prenez bien les mesures de confinement qu'il faut. Ne faites pas les erreurs que nous avons commises il y a quelques jours déjà. » Bon, du coup, quand ils ont découvert nos images de Schtroumpf, eh bien, les Italiens n'ont pas hyper bien réagi. Je dirais que ces gens-là sont positifs au couillonavirus. Mais bon, ça prouve que les peuples qui ont un complexe de supériorité vis-à-vis des autres peuvent se comporter de manière tout à fait irresponsable. Voilà, et entre-temps, la France est devenue le 5e pays le plus touché au monde dans cette crise, avec plus de 25 000 morts aujourd'hui contre 29 000 en Italie. Quand vous serez complètement déconfiné, ce sera quoi votre toute première sortie ? Moi j'habite à Paris, donc je ne vais pas pouvoir faire grand-chose de plus. Voir que je vais peut-être pouvoir rester plus longtemps dans la rue. Rester dans la rue plus d'1 heure, ça va être ma première folie. Sans autorisation. Sans autorisation. Je vais peut-être me balader autour des commissariats pour les narguer, sans autorisation. Et du coup, votre première folie ? Je sais pas, peut-être manger un œuf dur au but de Chaumont, s'ils rouvrent les parcs. Est-ce que pendant ce confinement, vous avez fait des trucs que vous n'aviez jamais fait avant ? J'ai eu la chance d'être à la campagne, donc je suis resté très longtemps à la campagne. Ça, c'est la première fois que je reste aussi longtemps à la campagne. Vous n'êtes pas fait chier ? Je sais plus qui disait, justement, je sais plus qui disait, à la campagne, la journée on se fait chier et la nuit on a peur. Donc, alors, c'était le cas ? Ouais, pendant 2 mois, quoi. Salut Nora, qu'as-tu prévu de faire le 11 mai ? Alors le 11 mai, alors figure-toi que j'ai prévu de voir mon meilleur pote. Je suis hyper contente, on va faire ça chez moi. Donc on va s'installer chacun à une extrémité du canapé. J'ai déjà commencé à recouvrir sa place avec du film plastique. Et puis alors on va se parler que de profil comme ça pour être sûr de ne pas se souffler sur la gueule et pas se choper des trucs. Donc en revanche, moi je resterai bien à distance et je vérifierai bien que lui aussi tente pas de s'approcher. En même temps, je pense qu'on n'aura pas grand-chose à se dire parce que ça fait 2 mois qu'on fout rien. Donc autant dire qu'on a rien à se dire. Et puis ensuite, je le raccompagnerai à la
la porte, donc sans faire la bise, sans le toucher, sans rien, en disant c'était trop bien, on fait ça vite. Hein. Et puis quand il sera parti, je porterai son verre de vin jusqu'au lave-vaisselle avec mes coudes comme ça. Nous ne connaissons pas la technique du « alors d'abord ». Je vous explique, c'est une technique qu'utilisent tous les politiques pour vous embrouiller. Question d'un journaliste, réponse du politique. Alors d'abord, je voudrais dire que, sous couvert de pédagogie, ils ne répondront jamais à votre question. Exemple depuis 24 heures. Il y a cette application Stop Covid. Qu'attendez-vous? Quand est-ce que ça va avoir le encore va se déclencher? Alors d'abord, il faut rappeler à quoi sert Stop Covid. Et il ne répondra jamais à cette question. Cette idée du chômage partiel, est-ce que vous avez déjà un protocole là-dessus? Alors d'abord, il faut se rappeler qu'on a mis en place un système de chômage partiel. Elle ne répondra jamais à la question. Alors les masques obligatoires dans les transports, sous peine éventuellement d'une amende de 135 €. Est-ce que ce sera 135 €? Non, mais d'abord, peut-être pour expliquer, je vais répondre précisément à votre question, mais pour expliquer un peu quelle est la stratégie de déconfinement dans les transports. Jamais il ne répondra à la question qu'on lui repose plus tard. De quel montant serait l'amende si, par exemple, je ne porte pas de masque dans le métro parisien? Alors je vais répondre concrètement, mais d'abord dire que pour que les choses soient faites en bon ordre, il faut que les masques soient distribués. Que je ne répondrai jamais à la question. Maintenant, vous saurez, nous saurons. Pour vous qui habitez au bord de la mer, les plages sont interdites. Et voici les raisons. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons choisi, par précaution sanitaire, de prolonger la fermeture des plages. Par mesure de précaution, en effet, les plages resteront inaccessibles au public. L'objectif poursuivi, c'est qu'il n'y ait pas de translation massive. Ça explique d'ailleurs aussi l'histoire des plages. Peut-être d'éviter aussi l'attractivité d'un grand week-end à la plage et que du coup, on s'affranchisse de toutes les règles et on fasse courir des risques. Pour l'instant, elles sont fermées jusqu'au 2 juin parce que ce sont de véritables aimants. Et enfin, ça nous démangeait depuis pas mal de temps de voir ces politiques qui nous parlent avec des masques, comme ici, le ministre de l'Intérieur Castaner, et qu'ils parlent sans qu'on ne puisse voir leur bouche. Ça peut être tentant, hein. C'est tentant. Coucou les filles, salut tout le monde, salut les beauty addicts. S'abonnez-vous, mettez-moi des pouces bleus, merci d'avance pour vos coms. Bon, on est complètement dans la merde, manifestement, on n'existe pas. Et pire encore, il semblerait que ce qu'on dit n'est en fait pas vraiment ce qu'on dit. Et donc, si on ventile les ratios trimestriels indexés en année 8, les dispositions des normes GJ 238 se corrèlent d'elles-mêmes par le truchement des coefficients. Eh bien, à présent, allons manger à la cantine. Super. Ah, tout à fait. C'était l'un des plus grands chanteurs kabyles. Il est mort samedi à l'âge de 70 ans. On part en pub avec lui, avec la voix d'Idir. Quotidien continue. À tout de suite. Il y a des jours comme ça où il y a des apparitions dans ces deux écrans, des apparitions qui donnent des étoiles dans les yeux. Et ce soir, je suis ravi de voir apparaître Sandrine Kiberlin, confinée quelque part dans Paris. Bonsoir Sandrine, comment ça va? Bonsoir à tous, ça va? Ça va? On est ravis de vous voir. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Un peu comme Rien? On se souvient plus de ce qu'on fait en fait. On a plus... Alors depuis le début du confinement, chaque jour vous postez une image sur Instagram. Aujourd'hui par exemple, vous avez posté des roses. Hier vous avez posté Patrick Devers. Avant-hier vous avez posté un savon. Il y a 3 jours vous avez posté votre fille Suzanne sur le dance floor. Et il y a eu aussi vos petites cousines je crois, qui s'appellent Anne-Esther et Valentine. Qui travaillent dans la santé, manifestement. Et ça avait commencé avec une vidéo où vous étiez toute seule à applaudir les soignants dans votre rue. On regarde. Les soignants. Et les aides-soignants. Le seul pays qui applaudit pas. C'était vraiment au début. Est-ce que des gens vous ont rejoint, Sandrine?
Ce soir, j'étais persuadée que c'était à 19h. C'est ça. Voilà pourquoi. Je suis très lente en confinement. Et après, on a été rejoints et on a même nos voisins d'en face qui nous ont confectionné des petits masques en tissu. On a une très bonne relation avec nos voisins d'en face maintenant. Mais donc, on est assez nombreux. Mais pour les personnes qui vivent dans la rue de Sandown-Quiberlin, c'est à 20h, hein, c'est pas à 19h. Donc voilà, il y a une rue dans Paris qui applaudit à 19h. Oui, mais moi j'applaudis toujours un peu à 19h. Je suis restée fidèle à ma première sensation de la rue déserte où je suis la seule à applaudir. J'aimais bien. Demain, Emmanuel Macron doit annoncer des mesures en faveur de la culture. Asdine, tu t'es intéressé à un secteur en danger, le théâtre. Oui, pour commencer, 2 chiffres. Ce premier, 6 millions de Français vont au théâtre par an, donc il y a du monde qui va au théâtre. Et pour parler de business, 150... Oui, dont moi souvent, ouais. Et 150 millions d'euros de billetterie pour la seule ville de Paris. Mais aujourd'hui, le 6e art est en grande détresse, totalement à l'arrêt. Oui, depuis le confinement, toutes les salles sont fermées. Donc la profession s'interroge, quand ces salles vont-elles rouvrir et surtout dans quelles conditions? La distanciation parmi le public est-elle possible? Parmi les acteurs aussi. Alors, pour répondre à toutes ces questions, on s'est fait ouvrir l'un des plus beaux théâtres de Paris, l'une des plus vieilles salles, le théâtre du Palais Royal. Direction 1er arrondissement avec Fanny Duvaux. Avant la fermeture, il y avait ici à l'affiche, par exemple, le grand succès du moment, Edmond. On a pris rendez-vous avec le patron, Sébastien Zopardi. Ça fait bizarre, un théâtre vide, hein. C'est désespérant. C'est assez, je le dis avec le sourire pour contrebalancer. On profite de la fermeture pour faire des travaux sur l'ascenseur, les bâches. Je vais vous faire rentrer dans la salle. Il y a eu des légendes sont montées sur cette scène. Ah oui, il y a eu quelques légendes. Il y a eu Poiret et Serrault dans La Cage aux Folles, Louis de Funès dans Oscar. Il y a combien d'étages en tout? Alors là, il y a la galerie, le balcon, la corbeille et l'orchestre. Ça fait du bien de voir au moins 3 personnes dans France. Waouh! C'est quand même sympa. Pour ma première date, j'ai pas voilà, première date. Alors bon, on fait pas recette aujourd'hui. Alors justement, comment faire recette à nouveau? Comment reprendre l'activité? Comment réorganiser la salle pour respecter les gestes barrières? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quoi, c'est une place sur 2? C'est une place en quinconce? Imaginons que je suis là. Bon, je viens à 2. J'ai le droit de me mettre à côté. On libère ces 2 fauteuils ici. Mais devant, c'est pareil. Et derrière, c'est pareil. Pour que j'y arrive, il faudrait que je condamne complètement le rang de derrière, complètement le rang de devant. Et donc, un rang sur 2, ouais. Oui, et un rang sur 2 plus des fauteuils vides à l'intérieur de ce rang-là. Donc ça, c'est inenvisageable. Économiquement, c'est inenvisageable. On ouvrirait... C'est pas mieux que rien, on pourrait dire c'est pas... Non, c'est pas mieux que rien parce que ça coûte plus cher d'ouvrir dans ces conditions-là. Dans ces conditions-là que de rester fermé. Des problèmes donc pour accueillir le public, mais aussi des problèmes pour gérer les acteurs. Question aussi assez simple, un comédien qui joue, premier rang, quand on joue, on postillonne. On peut postillonner facilement jusqu'au 4e ou 5e rang. Non, mais c'est vrai que c'est difficile la distanciation sociale. Non, mais la distanciation sociale au théâtre, en plus pour les comédiens, comment on fait? Il y a une scène de baiser, on va pas... Ou alors on joue enroulé dans du cellophane. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est assez compliqué. Toutes ces règles de distanciation sociale, c'est sûr qu'elles ne sont pas faites pour nous. Je sais pas comment on peut s'en sortir. On arrive dans le couloir des loges. Vous voyez, en général, ils sont 2 par loge. S'il y a un comédien qui a 38 de fièvre, même si c'est pas le Covid, qu'est-ce qu'on fait? On joue pas. Oui. Alors, c'est pas raisonnable de se dire que tous les soirs, on va se demander si parmi ta troupe, il y a personne n'a ne serait-ce qu'un petit peu de fièvre. Demain, Emmanuel Macron doit faire ses annonces pour la culture et Sébastien Zopardi espère qu'il s'adressera bien à tous les métiers du spectacle. Les auteurs, que ce soit les auteurs des pièces, les metteurs en scène, les compositeurs des musiques, ne sont payés que quand il y a une recette. Quand il n'y a plus de recette, il n'y a même pas d'assédic, il n'y a rien. Pour le moment, rien n'est prévu pour tous ces métiers-là. Tous ne sont pas des méga stars, tous n'ont pas de quoi vivre pendant 6 mois sans activité. Et il faut absolument aussi soutenir ces métiers. Et pour terminer, on n'a pas pu s'en empêcher, on s'est fait un petit kiff. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Mais il doit tremper dans votre tasse. Ça? Oui, si vous voulez. Oui. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. C'est un cap. Que dis-je? C'est une péninsule. Un peu surjoué, mais merci. Et là, on imagine... Et là, on salue.
là, on salue. Il n'y a plus que ça à faire. Voilà. Merci Asdine. Et juste pour conclure, les scénarios les plus optimistes espèrent une réouverture pour octobre, ce qui ferait 7 mois en tout de fermeture pour les théâtres. Et on commence ce 20h30 média par un énorme coup de gueule. Bonjour, je m'appelle Vincent Lindon. L'acteur Vincent Lindon signe une tribune écrite et vidéo de 20 minutes pour Mediapart. Titre « Comment ce pays si riche ?» Comment ce pays si riche, la France, 6e économie du monde, a-t-il pu désosser ses hôpitaux jusqu'à devoir, pour éviter l'engorgement des services de réanimation, se résigner à cette seule solution moyenâgeuse, le confinement? Et il se lance dans un réquisitoire contre l'action du gouvernement, principal visé, le président. Il porte pourtant une responsabilité particulière, pour avoir ignoré tous les signaux d'alerte. 12 mois de grève des urgences, les patients patienteront. 1200 chefs de service démissionnent de leurs fonctions administratives. Moins de paperasse. Présence massive des soignants dans toutes les manifestations. Sortez les LBD. Plus que l'action, c'est le style présidentiel adopté par Emmanuel Macron que Vincent Lindon démolit. Dès les premiers jours, une évidence. Le goût du nouveau président pour la pompe et les rites de la monarchie, se mettant régulièrement en scène dans les décors de la royauté. L'ego comblé, le jeune homme allait pouvoir s'attaquer à son grand œuvre. Bâtir cette start-up nation, où les premiers de cordée, pour reprendre son expression, allaient tirer vers les cimes ces Gaulois réfractaires, au pas de charge. Dans cette tribune, le comédien propose de nombreuses solutions pour restaurer la confiance dans la politique, puis il conclut. Ça n'est que des propositions, ça n'est que les miennes. J'avais envie de participer au débat citoyen, si la notoriété peut servir à ça. Alors c'est une voix qui compte, Vincent Lindon, et cette vidéo a été mise en ligne pile le jour où Emmanuel Macron recevait les artistes à l'Élysée. Ce n'est pas un hasard. Le monde de la culture est dans une situation catastrophique. Vous avez signé la tribune publiée dans Le Monde la semaine dernière. On voit le Monde, aux côtés de Catherine Deneuve, de Jean Dujardin ou Omar Sy. C'est quoi l'état d'esprit dans le milieu du cinéma ? On est un petit peu les oubliés du confinement, la culture en général, pas que le cinéma. C'est pourtant, on peut dire qu'on apporte aussi, je pense, un peu de légèreté à ce confinement, et même à la France en général, tous les jours de toute notre vie. Donc c'est étonnant, mais je pense que le président de la République a compris ça et qu'il va agir en conséquence. Mais c'est vrai que là, la culture, ça s'arrête pas à un film qui doit repartir. La culture, c'est un monde entier de personnes qui sont à l'arrêt. Ça peut être des gens à l'arrêt sur un festival, ceux qui font le ménage pour que les plateaux ressemblent à quelque chose, nos danseurs. La France est connue pour sa culture, que ce soit la littérature, la danse. Quand on dit Pierre Soulages, les yeux des gens s'ouvrent très grands. Quand on voit nos films, tout le monde en parle dans le monde entier. Donc c'est étonnant qu'on ne soit pas en première ligne, mais en tout cas dans ceux dont on doit parler en ce moment, qui sont un petit peu à l'arrêt, et on ne parle pas du tout de nous, donc on va en parler. On pense que la rédaction de BFM est en train de tourner un peu acariâtre. Tu sais, un peu comme ta belle-mère. Regardez, ce sont les vrais bandeaux. Des masques pour tous. Vraiment ? Se demande BFM, on pourrait rajouter partir à 100 km de chez soi. Pour faire quoi ? Déconfinement. 100 km. Et pas plus ? Regardez ces autres bandeaux. 11 mai, le déconfinement. Vraiment ? Mais t'en doutes, la belle-mère. 11 mai, vraiment, déconfinement ? Les vols intérieurs, c'est vraiment fini ? Rentrée scolaire. Est-ce bien raisonnable ? Ou notre préféré, retourner au travail. D'accord, mais comment ? En fait, BFM devient... Pendant ce temps, au Sénat. Le scrutin est ouvert. Je rappelle enfin qu'afin de limiter la circulation de documents, vous êtes invité à utiliser vos tablettes. Oh putain, il y a des mots comme ça qui ne vont pas ensemble. Exemple, saucisson et sushi. 4G et Mireille Mathieu, vous voyez ? Bon, il y a aussi tablette et sénateur. On a donc vu des sénateurs qui votent avec cette machine-là. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est mes doigts qui font ça ou bien ? Électronique. Mais c'est mes doigts qui font bouger le dessin, nom de Dieu. Et où est le mulot, nom de Dieu, comment on vote ? C'est un peu la question de ce quinquennat, mais quel âge a cet homme ? Gérald Darmanin, bonjour.
Bonjour. Quel âge a le ministre des Comptes publics? Report de la TVA. Non mais attendez quelques instants, parce que morceau avalé n'a plus de goût pour les journalistes, comme disait ma grand-mère. Et si justement il était plus âgé que sa grand-mère? Comme disait ma grand-mère, on va d'abord s'occuper de trucs qui arrivent. Ma grand-mère, qui était femme de mineur, disait avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Comme dirait ma grand-mère dans le Nord, on fait des garnouzettes. Hein. Une promesse en peau de lapin, comme aurait pu dire ma grand-mère. Quand tu veux construire la tour Eiffel et la peindre, t'as intérêt à discuter avec tout le monde. Sans l'humus sous les semelles, comme dirait Jacques Chirac. Comme le disait... en rigolant, évidemment, Pierre Desproges, non seulement les communistes mangent les enfants, mais en plus, ils manquent d'objectivité. Brassens disait que le temps ne fait rien à l'affaire. Hein. Sous le gouvernement précédent, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme diraient les humoristes. Hein. Comme dirait Georges Marchais, vous n'avez que vos questions, permettez-moi de venir avec mes réponses. Non, pas hélas, c'est la Kélos, comme dirait Louis de Funès. Même pas en rêve, comme disent les plus jeunes d'entre nous. Bonjour. Hello, J-7. Sur une échelle de 1 à 100, vous allez comment? 80, je viens de me lever. 50. Ouais, 50. 51, je t'aime, j'aime boire des kilos. Vous êtes team zone verte ou team zone rouge? Team zone verte. Rouge. Zone verte. Zone rouge. Lundi prochain, c'est le déconfinement. On a du mal à y croire. Et vous? Moi aussi. Pareil. Moi, on n'y croit pas. Ouais, on avait déjà pas très envie d'être confiné, mais là, bizarrement, on a encore moins envie d'être déconfiné. On a un peu peur. Emmanuel Macron va faire des annonces mercredi concernant le monde de la culture. Vous espérez quoi? Mais savoir quand les férias vont réouvrir. Ah ouais. Oui, parce que Dax c'est annulé. Dax c'est Condor annulé. Au fond du saut, vraiment. Un geste pour nos amis intermittents. Parce que eux, ils galèrent bien. Là, j'espère qu'ils vont passer les intermittents du spectacle en tant qu'espèce protégée. Moi, j'espère que les festivals et les concerts vont vite pouvoir être en place, parce qu'un été sans festival, c'est pas vraiment un été. Montrez-nous vos masques, vous en avez combien? Chacun un, acheté à la pharmacie. Bah on n'en a pas, on les oubliés de notre commune. Nous, on n'en a pas du tout. Et puis en plus, elle a pas de machine à coudre. Non, de toute façon, je sais pas coudre. Au moins, c'est réglé. Si vous habitez à Paris et que vous n'avez pas de masque, rassurez-vous. Anne Hidalgo nous avait rassuré mi-avril. Nous allons avoir une première livraison de 500 000 masques à partir de fin avril. Donc à la fin avril, 500 000 premiers masques seront disponibles pour les Parisiens dans les pharmacies. Donc si vous n'avez pas de masque, rassurez-vous, vous les aurez fin avril. Ah pardon, j'ai oublié, on est le 7 mai. Mardi, donc avant-hier, question logique d'Elisabeth Martichoux. Où sont ces 500 000 masques? Et concentrez-vous, la maire de Paris va faire la distinction entre deux catégories de masques. La première. D'abord, un lot de 500 000 masques tissus qui vont être proposés là, dès cette semaine, par les maires d'arrondissement. Ils les ont reçus? Ce sont des masques, ils sont en train de les recevoir là, en ce moment. C'était donc mardi, il y a 2 jours. On a appelé tous les arrondissements, un par un. Il y en a 20. Entre ceux qui ne répondent pas et ceux qui ont eu notre message, mais qui ont raccroché et qui ont appelé la mairie centrale en loose day. Ouais, il y a Quotidien qui nous appelle pour les masques. Hein, le 10e, pardon. C'est pas beau de balancer. On a quand même eu 2 infos importantes. On s'est procuré une communication entre la mairie centrale et un des arrondissements quand Anne Hidalgo parle de... D'abord, un lot de 500 000 masques tissus qui vont être proposés. C'est faux. Ce sont des masques à usage unique. On continue. Ils les ont reçus? Ce sont des masques, ils sont en train de les recevoir là, en ce moment. Faux. La majorité des mairies en reçoivent quelques milliers demain, vendredi. Et certains ne sont tout simplement pas au courant. Ils ne savent même pas qu'ils doivent en recevoir. Et l'autre catégorie de masques, ceux qui seront en pharmacie? Les masques en tissu, ils arrivent à partir du 7 mai, dans les pharmacies. Faux aussi, le 7 mai c'est aujourd'hui, les livraisons devraient arriver la semaine prochaine. Et au 8 juin, on aura l'ensemble des 2 200 000 masques. Pour Anne Hidalgo, fin avril, c'est le 8 juin. Une question de Jérôme. Je suis buraliste, est-ce que je peux vendre des masques? Oui, bah de toute façon, on vend déjà des clopes, des stylos, des chewing-gums, des tickets de loto, des couteaux suisses, du popper. Alors bon, les masques, j'ai envie de dire. Et puis à ça après, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous ne pouvez pas vendre? Et enfin, on voulait faire un mea culpa vis-à-vis de Sibeth Ndiaye. C'était à l'époque où les masques ne servaient à rien pour notre santé. C'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Eh ben, vous savez quoi? Elle a raison. Voici le ministre belge de la Justice.
En fait, si Beth Ndiaye a raison, seuls les ministres ne savent pas utiliser des masques. Comme on peut le voir dans les JT, les internautes se posent des questions sur l'après 11 mai. Comme tout le monde. Ah oui, bien sûr, ils se posent des questions, alors même si souvent ils se posent surtout des insultes, mais ils se posent des questions comme celle de Paul Rocher à propos des masques, les fameux masques qu'on va tous porter, et elle est plutôt pertinente sa question, regarde Yann. Est-ce qu'il y aura différentes tailles de masques en vente? Parce que perso, j'ai une grosse bite. Voilà, pas de panique, Paul. Le gouvernement a mis en place un site pour répondre à toutes ces questions. L'adresse, je vous la donne, elle est là, www.commentsortirdelaMythomanie.fr. Quel conseil vous avez pour qu'on réussisse tous ensemble le déconfinement? Trouvez un masque, démerdez-vous. Je pense qu'on a tous compris que c'était la solution. Il faut porter un masque. Ça fait 2 mois qu'il faut en porter, mais maintenant tout est très clair. Portons tous un masque, je vous en supplie, qu'on ne reconfine pas. Oui. Et enfin, c'est notre image du jour, de la semaine, du mois, de tout ce que vous voulez. Le ministre de l'Intérieur a visité une usine de masques à Annelin, dans le Nord. Regardez, toute l'équipe porte un masque. Pendant toute la visite, il croise une 50aine de personnes. On a même eu une anecdote masquée tellement géniale. Non, mais alors, tu nous racontes une anecdote? Oui, bon, on vous l'épargne. Et on fait quoi pour avoir un souvenir? On va faire une photo. Une photo de famille. Allez, on se rassemble tous pour la photo. Geneviève, serre-toi, Geneviève. Tu l'as vu? Mets-toi à côté de Joël. Lulu, mets-toi à droite de Géraldine. Serrez-vous. C'est vous, encore un peu plus. Non, vous rentrez pas dans le cadre, c'est pas possible. Allez, 1, 2. On vous voit pas sourire. Enlevez vos masques. Enlevez vos masques. Voilà, super. Monsieur le ministre, enlevez le masque. Allez, 1, 2. Joël, enlève ton masque. T'es le seul à garder le masque. Tu le gardes? Ok. Tu fais ce que tu veux. Allez, attention. 3, 2, 1. Clac. Oui, Stiti. Et voilà, regardez-moi ces flèches là qui ont porté les masques pendant 2 heures et qui bousillent tout pour une photo. C'était notre image du confinement. C'est lundi, on débriefe donc le dernier épisode de Koh-Lanta. C'était l'anniversaire d'Inès et elle a été gâtée. Voilà, on a pu ramener du riz. On voudrait souhaiter un joyeux anniversaire à Inès. Merci. Merci. Bon anniversaire. Je pense pas que j'allais pleurer pour du riz à mon anniversaire. Quand même. Encore une grosse semaine pour nos aventuriers qui ont encore fait plein de trucs. Moussa prend la température. Eric est resté vague. Régis commence à s'inquiéter. Charlotte, elle, est dubitative. Alors côté info, pas grand chose cette semaine, à part peut-être Régis, qui apparemment est expert en piqûres d'araignées. Là, elle pique, on danse le moonwalk pendant 48 heures non-stop, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est magnifique de voir cette faune et cette flore sur cette île protégée du monde moderne, dans le calme, la sérénité, un vrai petit havre de paix. Alors parmi les épreuves, il y avait donc une course à l'aveugle. Inès était en binôme avec Moussa. Oui, ils ont tout misé sur le dialogue et le calme. Concentre-toi, on va pas crier, ça sert à rien de crier comme ça. On se calme, tu m'écoutes maintenant, ok? On a le temps. Ouais, mais au bout de 30 secondes, on dirait un couple après 2 mois de confinement. Lâche! Tiens-le, putain! Insupportable, c'est pas possible! Oh, je vais t'en mettre une si tu continues là! Ouais. Elles sont pas là pour déconner, hein, les filles. On a aussi une pensée pour Régis, qui est tombé avec Jessica. Alors trop mignon, dès le début, il a voulu encourager sa partenaire. C'est bien, Jess, c'est bien. Tais-toi. Sympa. Les gagnants, c'est Théora et Charlotte qui ont pu profiter d'un repas et d'une nuit au chaud. Le lendemain, ils ont raconté leur repas pour bien faire chier les autres. On s'est fait un petit apéritif, jus de fruits frais et quelques bâtonnets de carottes. Et puis, côte de bœuf à la plancha. Alexandra, je vous sens marquée au niveau du visage. D'entendre parler de nourriture et tout, ça m'a fait, voilà, ça m'a fait quelque chose. Et sinon, on retiendra aussi cette image incroyable qu'on ne verra peut-être plus jamais. Hein. Un Français qui kiffe à la plage en prenant un bain de mer. Oh, regardez ça! C'est beau, hein. Ça donne envie. Mais bon, à part ça, ils sont exactement comme nous, hein, après 1 mois et demi de confinement. Apparemment, Denis Brognard aussi est en manque d'affection.
Je vais demander à toutes les femmes de venir le plus près de moi. Calmos, Denis. Théora quitte donc l'aventure sans qu'on ait pu percer le mystère de ce qu'il raconte dans ses AK. L'émission a été tournée l'année dernière sur une île paradisiaque aux Fidji, hein, et on adore la réaction de Jessica. Pas sûr qu'elle dirait encore ça aujourd'hui. Oh non. Je vais finir par dire que je préfère la France. Hein. Ouais, pas sûr, Jess. Voilà encore 3 émissions avant la finale. Enfin bon, si j'arrive à rester en vie avec les épreuves de Denis. Aujourd'hui, vous êtes à un tournant de l'aventure. Vous êtes 5 femmes, 5 hommes, donc nous allons constituer un truc de fou. 5 binômes mixtes. Votre mission aujourd'hui dans chaque binôme, la meilleure osmose. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord récupérer vos 2 boules et votre membre. Et puis ensuite, l'objectif, c'est de placer votre boule en haut de ces planches trouées. Oh. Putain, Moussa, c'est bon. Bref, vos projets les plus fous pourraient se concrétiser. Quelle est la couleur de vos boules, Claude? On va le savoir tout de suite. Voilà, on va voir. Boule violette. C'était un très très bon moment. Merci Étienne. Continuez, à tout de suite. Hier, en début d'émission, je vous ai promis une image un peu dingue. En cette période, je vous ai promis un humain sur un escalator. J'ai encore plus dingue. J'ai un ferry entre Ibiza et Formentera qui fonctionne à nouveau et qui arrive à quai. Dingue, non? Cette image. Et j'ai mieux. J'ai des humains dedans. Des humains qui débarquent. Donc ça veut dire que des humains ont emprunté le ferry pour aller d'un point A à un point B. Depuis cette semaine, beaucoup d'images arrivent sur les agences de presse, beaucoup d'images d'apaisement du confinement. Et ça fait du bien, par exemple, d'entendre, ce son de personnes qui parlent à la terrasse d'un café. Ça fait du bien, le rêve de Julien Belvert, le cauchemar d'Étienne, ça. On est en Californie. Les salles de sport réouvrent petit à petit, ce qui nous permet de rajouter des petits bruits sur certaines images. Ah, je sais. Ouais. C'était sûr. Que ça fait du bien de voir des magasins de fleurs. Ça fait du bien d'entendre le son des latins qui se remettent à parler un peu fort. En revanche, on n'est pas hyper sûr de cette pièce de théâtre en République tchèque, en mode drive-in. Et on termine sur cette image d'espoir, la mer bleue des Baléares. Une bien belle image, pleine d'espoir, cette eau bleue. L'image de la semaine nous est offerte par France Bleu. Elle est magnifique. Ouais, je suis accoudée à rien en plus, c'est ridicule, c'était pour l'image. Elle est magnifique, c'est celle d'un gendarme de l'Hérault sur la plage de Carnon, sur le point de verbaliser une poupée gonflable placée sur le sable pour faire une blague. Il y a quand même des gens qui sont sacrément gonflés, non? Salut Florence, est-ce que tu nous entends? Excellent. Florence, nous on t'entend. Il est con ce plaza. Florence, on t'entend, on te voit. Merde, ouais. Pardon, excusez-moi, j'étais en... Bonsoir Florence. Bonsoir Yann, bonsoir tout le monde, j'étais en réunion Zoom. Oui. Désolée. Pardon, voilà, je vous attendais pas de sitôt en fait. Bah non, mais désolé, c'est nous, on est peut-être un peu en avance. Non, mais installe-toi, je t'en prie. Hein. Ouais, non, je voulais te dire que de toute façon, j'étais en train de te regarder, voilà, comme. Mais c'est gentil, merci. Comme tous les soirs, donc. Voilà. Qui c'est qui a mis c'est encore Albert. Oh, c'est encore Albert qui a appuyé sur la télécommande. Comment tu vas après ces 2 mois de confinement? Bah, très bien, écoute, super. Je te dis, j'adore te regarder sur la voilà. Et comment est-ce que tu as occupé ton temps? Avec des séries, avec des livres, des films peut-être? Non, j'ai pas le temps, Yann. Non, j'ai été débordée, j'ai jamais autant bossé de toute ma vie. Je suis à l'école. Ah. You. Bah, je suis au collège, tu sais, je suis en 5e, moi. Donc, on bosse tous les jours. Là, aujourd'hui, j'étais sur tout ce qui était église romane, église gothique. Là, je suis calée, hein, tout ce qui est arc-boutant, arc en ogive, arc en ciel, arc en berceau, là. Si vous avez besoin de quelqu'un pour Notre-Dame, je suis sûre.
Aujourd'hui, dans le Petit Cul, on commence avec Madonna qui, depuis le début du confinement, tient un journal intime sur Instagram. On self-quarantine in honor and respect for COVID-19. And typewritten letters make me feel alive. Un journal de bord rédigé sur une machine à écrire. Oui, Madonna est confinée dans les années 30. Voici d'ailleurs son téléphone et son appareil à selfie. Seule avec elle-même, la star se laisse aller à l'introspection, mais à voix haute. I miss interacting with people. Life is so precious. Death to the patriarchy. We are starting to ration food and eat less, which is never a bad thing. Civilization. Just don't take away my tea. Oula, ça va pas fort, hein? Et le pire dans tout ça, c'est que malgré sa quarantaine, Madonna vient d'annoncer avoir chopé le coronavirus. I took a test the other day, and I found out that I have the antibodies. So tomorrow, I'm gonna breathe in the COVID-19 air. Après son bon bol d'air frais, ni une ni deux, la star a rompu son confinement. Elle a été filmée samedi lors d'une fête d'anniversaire, 2 jours après avoir crié sur tous les toits qu'elle avait eu le Covid. Happy birthday, Steven! Happy birthday, Steven! Eh ben on espère qu'elle est plus contagieuse. Et tout de suite, prenons des nouvelles de notre youtubeuse préférée. Welcome to No Filter with Naomi. Après avoir interviewé Sharon Stone, P. Diddy et Anna Wintour en pull, samedi Naomi Campbell a renfilé ses vieilles tenues. This dress that I have on now, I've never worn it. Et même quand on s'appelle Naomi, on ne rentre plus forcément dans ses robes d'antan. Alors on le sait, Naomi est intraitable avec les microbes, un mode de vie qu'elle s'impose à elle-même et aux autres. He made this for me for my 30. Des petits malins ont en effet repéré le reflet du caméraman dans la vitre, un caméraman plus équipé que les chercheurs du laboratoire P4 de Wuhan, couvert des pieds à la tête, alors que Naomi, elle, a tranquillement les seins à l'air. Next. Et on continue avec la tombola des people français au profit du personnel soignant. Guillaume Canet, Laetitia Hallyday, Aurel San, Pierre Ninet ou encore Sandrine Kiberlin, ils ont tous offert un lot. J'ai un carnet de dessin, donc je vais en donner un, qui est celui-là. Ce que je propose aux gagnants, c'est de passer une journée entière sur le tournage de mon prochain film. J'ai décidé d'offrir cette veste que je porte dans le clip d'une chanson où je répète plein de fois les mots basiques et les mots simples. Mais notre lot préféré, c'est celui de la reine de la night, Cathy Guetta. Mon lot pour votre tombola, une de mes paires de chaussures préférées, Christian Louboutin. Elles ont dansé sur de nombreux dance floors à Ibiza. Ah bah ça, vu l'état des semelles, elles ont dû en écumer des afters. Et attention avec Cathy, un gros lot peut en cacher un autre. Et j'invite le gagnant ou la gagnante, ainsi que leurs amis, à venir, si vous êtes de passage à Ibiza, à venir faire la fête avec moi. Et à mon avis, c'est pas demain la veille, car Édouard Philippe me dit dans l'oreillette qu'on n'est pas prêt de retourner se la coller à Ibiza. Et en parlant clubbing, ce devait être le rayon de soleil de ce confinement. Vous allez nous donner un concert caritatif, ce sera un DJ set à 20h depuis le sommet de l'Arc de Triomphe. Comment ça va se dérouler lundi prochain ? Alors je n'en ai aucune idée. Ah bah ça commence bien. Bob Sinclair allait enfin pouvoir sortir de son studio pour un DJ set sur l'Arc de Triomphe. Ce devait être ce soir et à l'écouter c'était déjà sold out. Moi j'ai reçu des appels d'amis qui me disent « Oh tu peux me mettre sur la guest list ?» Une guest list comme au bon vieux temps. Ah non vraiment ce concert ce sera de la pure folie. Alors il ne faut pas dire aux gens que ça va être un concert parce que ça va être plutôt une retransmission. Hein, ils vont être chez eux, on ne peut pas venir. Eh oui, la grosse teuf n'était en fait qu'un live à regarder confiné seul à la maison. Ça va pas être facile parce que les gens sont pas là pour danser. Cette communion organique ne sera pas là. Ah, la fameuse communion qui ne sera malheureusement ni organique, ni virtuelle, ni rien du tout. Pas de concert en live de Bob Sinclair demain soir en haut de l'Arc de Triomphe. Les monuments nationaux précisent qu'il s'agit d'un report d'un commun accord pour éviter tout risque de rassemblement alors que le confinement n'est pas levé. Eh bah oui, on avait failli l'oublier, mais on est toujours confiné et on n'a toujours pas le droit de faire la teuf. Le petit cul, c'est fini. Qui était sur LCI ? Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir d'avoir un peu de bienveillance et de re à la fin des mots. Bonjour. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Bonjour, et d'avoir aussi un peu de subtilité derrière. Regardez derrière, nous sommes tous d'accord qu'il ne manque rien. L'écharpe de mer, au cas où on ait oublié, le ballon de rugby de l'équipe de Paris, le t-shirt retourné avec Paris 2024. En fait, ils ont peur qu'elle oublie qu'elle est maire de Paris, parce que c'est son bureau quand même, à elle. Rachida Dati, elle, n'oublie pas qu'elle a encore ses chances pour les municipales.
Rachida Dati, bonjour. Comment on le sait? Bon, une intuition. Madame Hidalgo nous annonce que c'est uniquement pour les enfants des publics dits prioritaires. Madame Hidalgo dit non, il ne faut pas mettre 15 enfants par classe. Je trouve très indécent que Madame Hidalgo pose sa signature. Madame Hidalgo, si j'avais été maire de Paris, moi j'ai installé un centre de dépistage dans le 7e arrondissement, sans le soutien de la maire de Paris. Madame Hidalgo, c'est toujours la même méthode, pas de consultation. Mais Madame Hidalgo, elle vient de découvrir qu'il y a vraiment de la sécurité à Paris. Merci beaucoup, Rachida Dati. On passe à un article du Parisien.fr. Oui, sur lequel on lit que dans le métro et le RER, des stickers seront collés pour inciter les usagers à tenir leur distance. Mais la distanciation sociale dans le métro, c'est pas possible. C'est comme faire respecter la syntaxe dans un épisode des Marseillais. Ils croient trop c'est possible, fraté, aïe. Sur un siège sur 2 sera donc collé le message suivant. Pour notre santé à tous, laissons ce siège libre. À mon grand désarroi, ils n'ont pas refait revenir le lapin rose, lui qui était quand même si convaincant. Mais oui, ne mets pas tes doigts sur ce fauteuil, tu risques d'attraper le Covid et de tousser très fort. Je fais hyper mal. Mais est-ce que la RATP a prévu d'autres mesures? Oui, l'article précise que c'est bien évidemment le début de la campagne de la RATP. Après, je sais pas ce qu'ils vont trouver pour distancer les gens et leur permettre de se déplacer en même temps. Peut-être il faudrait imaginer, je sais pas moi, de mettre les gens dans des boîtes individuelles qui rouleraient avec un petit guidon qui permettrait de se diriger. J'appellerais ça automobile. Ça, c'est brillant, Alison. C'est brillant. I know. Le coronavirus va-t-il modifier le paysage urbain? Mon image du jour, c'est justement cette nouvelle carte de Paris, une carte de déconfinement présentée par Anne Hidalgo ce matin et qui implique 50 km de voies consacrées au vélo. Sur des axes habituellement réservés aux voitures, des axes emblématiques. Comme la rue de Rivoli, par exemple, si calme en ce moment, mais qui ressemble à ça en temps normal. Ça vous manque? Eh bien, les voitures seront désormais interdites. Et pour justifier ces aménagements, Anne Hidalgo a employé ce matin un argument hygiéniste. Si vous conjuguez la pollution atmosphérique au coronavirus, tous les experts, tous les scientifiques vous disent que c'est un cocktail absolument très très dangereux. Les aménagements pourraient donc perdurer après l'épidémie, ce qui n'aurait rien de surprenant en fait, car nos villes ont déjà été largement modifiées en fonction de l'hygiène. Au 19e siècle, c'est une épidémie de choléra qui va impulser les travaux du fameux baron Haussmann. Regardez à quoi ressemblait l'avenue de l'Opéra au moment des travaux d'Haussmann en 1876. On voit l'Opéra Garnier au fond. La rue était sale, boueuse, pas de pavés, à comparer avec l'avenue aujourd'hui, plus aérée, avec des immeubles parallèles de part et d'autre de l'Opéra. Ici, l'église Saint-Sulpice et la rue du Vieux-Colombier dans le 6e arrondissement en 1867. Distanciation sociale oblige, Haussmann avait procédé à l'élargissement de la rue trop étroite en abattant les maisons sur la gauche. On voit qu'à droite, ça n'a pas changé. Et ça, vous reconnaissez le 36 quai des Orfèvres, à l'époque des maisons agglutinées, de la promiscuité. On peut même lire Sabra dentiste, l'arracheur de dents du Paris populaire. Enfin, voici la rue des Gobelins dans le 13e arrondissement. En 1905, une rivière, la Bièvre, y coulait et y coule toujours d'ailleurs. Si déversée à l'époque les déchets de nombreux teinturiers et tanneurs de cuir du quartier, trop polluée, elle a été recouverte et coule désormais en sous-sol. Et justement, y a-t-il... On en apprend des choses. Écoute. Et justement, y a-t-il un lien entre l'urbanisme et la propagation du coronavirus? Le gouverneur de l'État de New York a tweeté ce message fin mars. La densité d'une ville comme New York est destructrice. Cela doit cesser. Restez chez vous. Et regardez cet article du New York Times paru début mai. Le choléra a changé la face de Paris. Le Covid va-t-il changer les rues de New York? Car comme Paris, New York est une ville dense. Paris compte 20 000 habitants au kilomètre carré. New York, 11 000 habitants au kilomètre carré. C'est la ville la plus touchée et la plus dense des États-Unis. À titre de comparaison, Berlin, ville immense, 8 fois Paris, beaucoup moins touchée, ne compte que 4 200 habitants au kilomètre carré, avec ses avenues extrêmement larges selon les bases de l'architecture moderne, grandes fenêtres, toits plats avec terrasse. Une architecture pensée d'ailleurs pour contrer la tuberculose au XXe siècle. Alors à New York, le gouverneur prévoit de piétoniser 160 km de voies d'ici fin mai. Et chez eux non plus, ce ne sera peut-être pas provisoire. Merci Lilia. Est-ce que tu es prête pour le déconfinement? Est-ce que tu es équipée? Oui, bien sûr. J'ai tout prévu. Tu sais que je couds, alors je me suis cousu plein de masques. Regarde, tu vois, je suis hyper contente. Ah oui, ils sont bons. Hop.
J'en ai même acheté dans le commerce. Masque, ça c'est pour Notre-Dame. Voilà. Et je trouve, moi, tu sais que je me félicite de cette mesure du masque. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je trouve que physiquement, j'y gagne beaucoup avec le port du masque. Ça m'épargne quand même cette petite rhinoplastie que je décale depuis 46 ans. Hein, et puis j'y gagne financièrement aussi, puisque j'économise les injections d'acide hyaluronique là, dans les sillons. Tu vois. Donc moi, je trouve que ça me rajoute une petite part de mystère qui n'est pas négligeable à mon niveau. Hein. Quelle différence entre les zones vertes et les zones rouges? Alors déjà, la couleur, Vivian, sois pas con, mais surtout le nombre de contaminations. Tout ce que je sais, c'est que les rouges auront un déconfinement plus strict que les verts et que c'est Théoura qui méritait de gagner cette aventure parce que c'est lui qui gagnait toutes les épreuves. Tu le sais, Étienne, il avait le collier. TF1, faites quelque chose, ça me pèse, cette histoire. En vrai, les zones vertes et rouges, c'est comme les zones A, B et C pour déterminer l'ordre des départs en vacances, sauf que là, c'est pour déterminer l'ordre des gens qui ne partiront pas en vacances. Alors, si vous avez un doute d'où vous vous situez, si vos voisins crèvent les pneus comme ça des Parisiens, c'est que vous êtes en zone verte. Et si vous essayez de prendre le soleil dans votre maison avec jardin, mais que vous n'avez ni maison ni jardin, c'est que vous êtes en zone rouge. Si vous êtes un jeune délinquant en train de vous faire filmer, vous êtes dans zone interdite. Et si vous n'arrivez pas à conclure avec votre meilleur ami depuis 10 ans, c'est que vous êtes dans la friend zone. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Alors le déconfinement va être très progressif. Le gouvernement galère un peu. Tu aurais fait comment, toi? Tiens, bon Javel à toi. T'aurais fait comment pour le déconfinement? Écoute, déconfinement par couleur, bon, c'est une idée comme une autre. Moi, j'étais plutôt partisane d'un déconfinement par physique. Enfin, tu vois, sur critères esthétiques. En fait, je me disais qu'on aurait peut-être pu déconfiner d'abord les beaux gosses, les hommes, les beaux, dont Yann Barthès, évidemment, Julien, Étienne, et les moches, femmes, les vieilles de plus de 45 ans comme moi. Voilà, et on les laisse infuser comme ça tout l'été, et puis on confine beaucoup plus longtemps toutes les belles femmes, c'est-à-dire tout ce qui est mannequin, bimbo, Lolita, c'est vulnérable, c'est des gens vulnérables, donc on les confine jusqu'à septembre 2021, voilà, qu'on puisse un peu profiter de la nature. Est-ce que tu penses qu'on va passer un bon été, de bonnes vacances, etc., que les bars, etc., ils vont rouvrir? Voilà, gros bisous et gros big up à Étienne. Oh, that's my girl. Non mais et Louise, c'est tellement grillé que je te sers d'intermédiaire pour approcher Étienne. Franchement, c'est presque humiliant. Ça se voit quand elle fait sa question, elle n'a rien à me dire. Et là, est-ce que t'es en impro total, t'en as rien à foutre de moi, rien à foutre des questions. Franchement, on dirait moi en 4e B qui pour choper Jonathan Bergeton offre des frites à son pote. Alors moi, je suis ok pour faire l'intermédiaire, d'accord, parce qu'on est en confinement et que je suis sympa, mais c'est la dernière fois. Étienne, est-ce que tu veux sortir avec Héloïse? C'est ok. Cool. Ok, le message est passé pour Héloïse. Il est tout rouge. Ouais, ça me met mal à l'aise ce genre de truc. Cette semaine, des chiffres sur la vie sexuelle des Français pendant le confinement sont tombés. Et je crois qu'on est plutôt sur un roman de Michel Houellebecq que sur un film porno. Oui, vous vous rappelez le concept du French lover ou de la French loveuse? Oui. Eh ben, je crois que c'est une des victimes collatérales de cette pandémie. Paix à son âme pour toujours. En fait, on a appris via les chiffres de l'IFOP cette semaine avec Charles.co que 44% des Français n'ont eu aucun rapport sexuel depuis les débuts du confinement. Donc c'est quasiment la moitié. Et évidemment, quand je dis ça, ça paraît énorme, mais c'est parce que 87% des célibataires ont été très sages. Mais ça veut quand même dire qu'un couple sur 5 a fait chambre à part, effectivement. Donc je pense qu'à partir de lundi, il y a des gens qui vont être très très impatients de déconfiner. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des tensions dans les couples aussi? Oui, parce qu'il y a toujours un petit peu des tensions dans les couples, c'est même le concept du couple. Ceci dit, l'institution a vraiment très très bien survécu, parce qu'on s'aperçoit par exemple que si c'était à refaire, et croisons les doigts que ce soit jamais à refaire, 88% des Français reconfineraient avec la même personne. Et il y a même 30% des couples qui disent que leur amour est sorti grandi de cette aventure. Bon, il y a 10% des couples pour qui ça a été un peu moins facile et qui ont vu leur rapport se dégrader. On attendait une vague, un tsunami de rupture et de séparation, et finalement ce sera 4% des couples qui ont prévu de se séparer dans les jours à venir. Il y a aussi 7% d'entre eux qui vont faire un petit break temporaire, et franchement c'est bien la moindre des choses. Et même l'infidélité en fait est restée assez scores normaux, c'est-à-dire que 4% des Français ont flirté virtuellement évidemment ailleurs. Donc ça c'est des chiffres habituels, c'est des statistiques normales des Français, rien ne change. Hello à tous. Hello, 50e jour.
Avez-vous déjà prévu quelque chose lundi soir? Ah oui, soirée très tranquille parce que lever 6 heures. Une tisane et au lit. On se projette pas. On évite de donner de faux espoirs. Une soirée mousse. Et pour la musique, Bob Sinclair s'il n'est pas sur le l'Arc de Triomphe. Vous avez regardé la visite de Macron dans une école ce matin, vous l'avez trouvé comment avec son masque? Pas vu. Ah, moi je l'ai vu, alors assorti au costard, pas mal déjà. On aurait dit Dark Vador avec son masque noir. Je suis ton père. Aurait-il penché du côté obscur? En mai, fais ce qu'il te plaît. Vous remplaceriez ce dicton par quoi cette année? En mai, reste confiné. En mai, reste bien fermé. En mai, retourne bosser. En mai, reste éloigné pour pas être confiné. En mai, ne fais surtout pas ce qu'il te plaît. Vous regardez comment se passe le déconfinement à l'étranger. Quel pays s'en sort le mieux selon vous? L'Espagne a l'air de prendre de bonnes dispositions. J'ai vu que la République tchèque s'en sortait plutôt bien. Ah, l'Allemagne, toujours l'Allemagne. Deutsche Qualität. En confinement, un couple sur 5 n'a plus de rapport sexuel. Vous faites partie des 1 ou des 5? Joker. Il va y avoir des bébés dans quelques mois. 5 sur 5. Des 5. Oui, ça c'est si mon père ne regarde pas l'émission. Mais vu qu'il regarde, oui. on fait partie des 1. Des 1, voilà, on fait plus rien. Ouais, puis le soir, faut bien s'occuper. Ben voilà. On répondra à la question si vous nous gardez pour une nouvelle rubrique, les couples déconfinés. Selon vos chiffres, qui s'en sort le mieux? Les couples ou les célibataires en fait? Alors, très clairement, les couples s'en sortent mieux. Que ce soit du côté sentimental ou du côté sexuel, c'est bien simple, les couples sont 2 fois plus heureux que les personnes qui sont restées célibataires. Et évidemment, c'est complètement normal. Le couple a permis de faire barrière contre la solitude, a permis d'avoir un filet de sécurité émotionnelle, sanitaire, pratique, évidemment. Ensuite, ça ne veut pas dire que tout a été formidable non plus, puisqu'on apprend qu'une femme sur 5 a eu des soucis de libido, de baisse de la libido, et un homme sur 10. Voilà. Ensuite, on a aussi eu un chiffre qui était un petit peu embêtant à lire, qui était que 12% des femmes s'étaient forcées à avoir des rapports sexuels pour faire plaisir à leur partenaire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup répété que les femmes étaient en première ligne de la pandémie, que ce soit comme soignantes, comme caissières, mais aussi sur le travail domestique. Et le travail sexuel, même s'il n'est pas rémunéré, fait aussi partie des charges qui traditionnellement pèsent un peu plus lourd sur les femmes. Et on l'a aussi vu d'ailleurs du côté des chiffres sur les hommes, puisqu'on sait qu'ils se sont masturbés en cachette 2 fois plus que les femmes, et ils ont également consommé 4 fois plus de pornographie. Et si Marc rit sur le plateau, est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui, ça veut dire qu'il est concerné, bien sûr. Alors voilà, le déconfinement apparemment c'est pour la semaine prochaine, donc on avait une question à te poser. On aurait voulu savoir comment tu te sens et est-ce que tu es prête pour ce déconfinement? Le couple d'amis insupportables avec qui tu ne veux pas partir en vacances, quoi. Tu les regardes, ils sont hyper épanouis, ça fait 8 semaines qu'on est confinés, on dirait qu'ils viennent de baiser, c'est pas possible. Ils sont plus épanouis que jamais, plus amoureux que jamais, et puis qui lui caresse l'avant-bras, ils sont dos, ils ont bonne mine, c'est insupportable. Toi, ton mec, juste il respire, t'en peux plus, ça te tape sur les nerfs. Tu peux respirer moins fort, là, s'il te plaît? Tu respires, c'est insupportable ta respiration, juste je te le dis, c'est insupportable. Quelle chanson vous avez écoutée pendant ce confinement? Qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai écouté... Mais je sais ce que vous avez écouté, c'est ça, non? Il y a un truc qui est au-dessus de tout. La petite branlette, pas besoin d'aller chercher loin. La petite branlette, ça mange pas de pain, ça fait du bien. La petite branlette, ça dérange jamais les voisins. La petite branlette, c'est sur mesure, ça coûte rien. En tout lieu, à toute heure, la branlette, c'est le bonheur. La petite branlette. Si je résume, les Français ont continué leur petite routine sexuelle pendant le confinement et je vous sens très déçue, Maya. Oui, je suis très malheureuse. Je pense que ça se voit sur mon visage. Ouais. Exactement, je pleure en fait à l'intérieur. Oui, repose en paix, ma chère révolution sexuelle que j'attendais à tout prix. Non, ça s'est pas passé comme ça. Les Français ont pantouflé au niveau de l'institution du couple et aussi au niveau de leurs habitudes sexuelles. Et en même temps, c'est bien normal de pantoufler dans des situations pareilles parce qu'on n'est pas forcément obligé de réinventer la roue à chaque fois non plus. Ensuite, peut-être que l'explosion sexuelle va se produire, mais avec un petit retard, parce qu'on sait que 10% des Français, donc 15% des hommes, 5% des femmes, ont déjà prévu pour les jours à venir des rencontres sexuelles. Donc ça, c'est quand même assez prometteur. Ça se passera à condition que la confiance en soi, bien sûr, soit au rendez-vous. Je vous racontais il y a 2 semaines
que seulement 12% des femmes françaises se sentent belles en ce moment, et ben ça risque pas de s'arranger parce qu'on a eu d'autres chiffres de l'IFOP et de Darwin Nutrition qui montrent que les Français ont pris 2,5 kg en moyenne. Alors c'est évidemment pas du tout grave de prendre du poids. Et il y a des gens qui aiment les courbes. Et puis en plus, voilà, quand on est menacé, en fait, le gras c'est la vie, on a quand même envie de compenser sur la nourriture. Mais il n'empêche qu'au niveau de l'estime de soi, on voit que la moitié des Français sont insatisfaits de leur corpulence et comptent se mettre au régime. Alors à mon avis, par contre, ça ne va pas marcher du tout. Déjà parce que maintenant il y a 60 millions de boulangers dans ce pays, je crois qu'on est d'accord. Mais aussi parce que quand on demande aux Français quelle est la nourriture qui leur manque le plus en ce moment, ils répondent la pizza, et ça, c'est pas très régime. Recette de la région où je suis confiné, Sud-Ouest. On est parti avec un cassoulet. J'ai peur que l'association de la chocolatine vienne me poursuivre. Du coup, je vais changer le nom. On va l'appeler pas le cassoulet, mais le cassoulet. Il va nous falloir de l'échalote, de l'oignon rouge et de l'ail, un petit peu de lard fumé ou de lardon, 10 grains de poivre, une branche de thym, 400 g d'haricots blancs qui ont trempé toute la nuit, un bon tueur de vin blanc, du sel et des cuisses de canard confit d'origine France du Sud-Ouest. Il doit y avoir que 3 ingrédients, du sel, du canard et de la graisse de canard, du piment d'Espelette, de la saucisse de Toulouse, moi j'ai un chorizo car c'est le confinement, et un peu de chapelure de pain. On démarre la cuisson de nos lardons dans une casserole, on cisèle bien notre oignon, échalote et de l'ail, et une fois mes lardons bien colorés, je rajoute tous mes aliacés. Je fais revenir bien mes aliacés et je déglace avec mon vin blanc. Je rajoute mon poivre, je mélange bien et je rajoute mes lingots. Je découpe mon chorizo grâce à la magie des effets spéciaux et je le rajoute à mes haricots. Un peu de piment d'Espelette. Je mouille 3 cm au-dessus de la hauteur de mes haricots et je rajoute un peu de gras de canard. Je rajoute du thym, 2 bonnes pincées de sel. Je porte à ébullition et j'enlève tout l'écume qu'il y a par-dessus. Je laisse mijoter à feu doux pendant 1h30. Une fois mes haricots bien fondants, je vais rajouter mes cuisses de canard par-dessus. Tadam! Je rajoute un peu d'eau pour que mes cuisses soient plongées et je rajoute ma chapelure. Et ça part au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Une fois le dessus bien coloré, bien croustillant. Et attention car on les appelle les musiciens car on fait de la trompette mais par les fesses. Eh ouais, on fait de la trompette par les fesses, mais c'est tellement bon. Asdine, est-ce que tu as pris un peu de poids pendant ce confinement? Je m'attendais à ce que tu changes le lancement. Évidemment. Bon, on a compris le sujet. Alors, c'est un sondage très sérieux. C'est le sondage du jour de l'IFOP. J'ai fait les cartons. C'est pas aussi bien écrit que Paul, le premier de la classe. Mais Paul, en détail, en détail, ça donne ça. 57% des Français ont pris du poids. Voilà, pendant le confinement, ça veut dire que plus d'un Français sur deux... On peut faire un petit sondage? Non? Oui, vas-y. Je suis pas pesée, moi. Non, tu sais pas? Un petit peu. Un petit peu. Moi, j'ai pris du muscle. Oui, alors Julien a pris du muscle, voilà. Après, 100% des sondés sont de bonne foi, contrairement à vous, visiblement, sur le plateau. Voilà, et donc, on va rentrer encore plus dans le détail. Voilà, la moyenne, c'est 2,5 kilos de prix par Français. Voilà, tu as vu un peu la balance. Et enfin, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Qui a plus mangé, ce sont les hommes 2,7 kg, les femmes 2,3 kg. Alors l'étude ajoute que cette préoccupation elle est plus féminine que masculine, la prise de poids. Alors ça peut faire sourire, mais c'est un vrai sujet de santé publique qui se joue actuellement en plein confinement. Et donc avec Fanny Duvaux, nous on est allé débriefer ce sondage avec le nutritionniste Arnaud Cocolle. J'ai une question, vous avez pris du poids ou pas pendant le confinement? J'ai pas vérifié, tout dire. Ah oui, c'est facile ça. Question piège, hein. Ah oui. Vous avez constaté chez vos patients une prise là, de poids Il y en a certains qui me disent qu'ils ont lâché, effectivement, qu'ils ont pris du poids parce qu'il y avait de l'anxiété. Au départ, c'était très anxiogène comme situation. Donc, évidemment, on compense quand c'est de l'anxiété comme ça. On compense par du chocolat, on compense par des gâteaux, etc. Il y a également une perturbation complète des horaires sur 24 heures. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se couchaient à 3 heures du matin en regardant des séries en veux-tu, en voilà, et qui le matin ne se levaient pas forcément à la bonne heure. Donc du coup, qui décalaient leur prise alimentaire, et ça faisait que ça créait une anarchie complète. Une anarchie complète, et le médecin est formel, les chiffres sont inquiétants. Il faut absolument stopper cette prise de poids, et il ne faut pas la banaliser, parce que 2 kilos sur 2 mois, vous imaginez, sur 10 mois, ça vous fait 20 kilos.
Donc je me remets en question. Peut-être que je ne bougeais pas suffisamment, ça c'est le paramètre numéro 1. Donc il faut absolument que je me remette à marcher. Oui, c'est un petit peu logique, hein. Pendant ce confinement, il y a eu moins de sport. Alors, il n'y a pas que les nutritionnistes qui reçoivent pas mal de coups de fil sur le sujet, il y a aussi les psys, parce que manger beaucoup en plein confinement, ça peut aussi s'expliquer sur le divan. Donc on a encore pris rendez-vous avec un spécialiste, mais cette fois-ci un psychologue, Mathieu Mencia Huerta. Alors pour lui, il ne faut pas culpabiliser, parce que manger autant, mais ça serait réconfortant, c'est une fonction. Pourquoi pendant ce confinement, on se réfugie autant vers la nourriture? L'aliment, c'est un peu comme un doudou. Je pense que pour certains, peut-être que ça peut avoir cette apparence-là de doudou, c'est-à-dire un objet, un refuge, quelque chose qui est rassurant. On mange plusieurs fois dans la journée. Donc c'est quelque chose qui est stable, qui reste présent. Et donc effectivement, avec cette stabilité dans une période où on a l'impression que plus rien ne tient, et bien là, il y a bien un objet qui tient. Et le fait de les manger, le fait de les préparer, eh ben, c'est une manière de continuer de vivre d'une certaine manière. Merci Asdine. Manger un petit peu, voilà, c'est un petit peu une vertu quand même. Merci Asdine et bonne salade. Merci. Donc ce soir. Évidemment. Salut Asdine. Est-ce que vous avez beaucoup bu ou alors vous êtes resté assez sobre? Ok, je prends cette réponse. Merci. Non, de l'eau? De l'eau, oui, de la Rosana. Naturellement gazeuse. Salut la team du quotidien, je viens de me rendre compte que je vous ai donné la recette du quinoto asperges et petits pois hier et j'ai oublié le dessert. Oh là là là. Brownie au chocolat et noisettes torréfiées. Il faudra 250 g de chocolat, 60 g de farine, 150 g de sucre, 13 huevos, 100 g de beurre demi-sel, quelques petites noisettes que je fais torréfier à 180 pendant 10 minutes. Je mets le beurre avec mon chocolat et je mets à fondre au bain-marie. Je casse mes œufs dans un bol, je rajoute mon sucre et on va fouetter jusqu'à ce que mon appareil blanchisse. On appelle ça en cuisine blanchir. La main d'œuvre pas chère ça. Vas-y, fouette. On rajoute la farine tamisée petit à petit et on fouette en même temps. Une pincée de sel. Ça commence à être bien. Je mélange bien mon beurre et mon chocolat et une fois un mélange bien homogène, je le rajoute à mon appareil d'œuf blanchi. Oh là là, chocolaté! Et une fois mon mélange bien homogène, je mets dans une plaque qui aille au four. Mes noisettas, hop là! Et ça part au four à 180 degrés pendant 12 minutes. Oh là 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 là! Je conseille de le laisser reposer 30 minutes, mais en vrai, une fois qu'il sort du four, en 10 minutes, il a déjà disparu. Oh my god. Ouais. Il est où le brownie? Ouais, c'est les enfants qui ont tout fini. Sérieux? Moi, je me fais toujours avoir dans cette maison, là. Il fait excellent au chocolat, la meilleure vanne. Une question de Manuel, j'ai un abonnement. Oui. Quand est-ce que je pourrais retourner à la salle de sport? Bon, malheureusement, Manuel, votre salle de sport ne rouvrira pas pour des questions sanitaires jusqu'à nouvel ordre. En revanche, vous pourrez faire des pompes et des abdos à l'extérieur, à même le bitume entre un chien qui pisse et une seringue. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est votre faute, Manuel, si c'est fermé. Vous projetez trop de sueur et de postillons pour qu'on ouvre en toute sécurité avec vos Marcel de Goulinant là, et vos calbutes poutres apparentes en 5D. Et surtout quand vous poussez des cris en levant la fonte. Oh tiens! Je peux pas me concentrer à côté de gens pareils. Hygiéniquement parlant, il faudrait que vous fassiez tous comme moi, abonnez-vous à la salle et n'y allez jamais. Et pour finir, quel bilan tu tires de ces presque 2 mois de confinement? Et est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose de bénéfique? Si, oui, d'un point de vue personnel, je pense quand même que ce qui est pas mal, c'est que j'ai pu retisser des liens familiaux, notamment avec ma fille, que je vois beaucoup plus maintenant, évidemment. Hein, pendant ce confinement, on était toutes les deux et ça nous a permis de repartir sur des bonnes bases, tu vois, ça c'est chouette. On a créé un équilibre avec des rapports beaucoup plus sereins, beaucoup plus apaisés. Donc je suis contente. Parce que, ouais. Ouais, non, mais c'est parce que je suis en ligne en fait. C'est plus apaisé. Bonjour. Alors, question pour les parents. Lundi, c'est le déconfinement. Comment on fait pour garder les enfants? Bah, lui, il doit travailler, donc moi, je vais rester comme depuis 2 mois à la maison, les garder. Nous, on va faire la garde alternée. On va se débrouiller un jour sur 2. Un jour chacun. Ils vont se garder tout seuls. Comme d'habitude. Le déconfinement, en un mot, ça va être... Un gros casse-tête. Ça va être stressant. Le bordel. Alors les enfants, levez la main si vous allez reprendre l'école la semaine prochaine. Non. Voilà. Voilà, tout est dit. C'est quoi le truc que vos enfants ont le plus de mal à gérer avec le confinement?
Papa, tu joues avec moi. Papa, quand est-ce qu'on mange? Et toi Lola, toi, Et moi, c'est le confinement. Ouais. Le plus dur. C'est le plus dur, c'est le confinement. Dans le confinement, le plus dur, c'est c'est le confinement. Mais j'aime bien être avec papa et maman. Coucou Nora, je suis en 3e et quand ma mère a appris que je ne reprendrai pas les cours le 11 mai, elle a pleuré. Est-ce que sa réaction est normale ou pas? Coucou Charlotte, alors oui, c'est normal et rassure-toi, elle aurait appris que tu reprenais l'école, elle aurait pleuré aussi. De toute façon, toutes les nouvelles nous bouleversent, on pleure pour tout et n'importe quoi. On est à fleur de peau, là, on n'en peut plus, on est à cran. Enfin franchement, on pleure pour tout. Moi, il y a un pigeon qui s'est posé à ma fenêtre hier. Bon, bah, j'ai chialé. Mais vous auriez dû voir le pigeon, il était comme ça, avec son cou, il me regardait comme ça, comme s'il savait, j'ai vu qu'il savait que j'avais envie de sortir. J'ai l'impression de vivre un syndrome prémenstruel depuis 8 semaines. Dans une semaine, réouverture des écoles et mon image du jour, ce sont les 54 pages qui mettent les maires en colère. Nous avons reçu le protocole sanitaire hier soir. Un protocole sanitaire particulièrement difficile à mettre en œuvre. Le protocole sanitaire. Un protocole sanitaire pour de très nombreuses communes, c'est juste intenable. Ce protocole sanitaire, le voici, 54 pages de règlement, donc avec des fiches thématiques, nettoyage et désinfection, accueil des élèves, récréation, un protocole à mettre en place en une semaine et de manière stricte. Jean-Michel Blanquer l'a précisé cette semaine. On a regardé en détail et il est effectivement difficile à tenir. Première règle, la distanciation sociale d'1 mètre. Alors déjà, dès l'arrivée à l'école, ça coince. Exemple dans le 5e arrondissement de Paris, où les trottoirs ne seraient pas assez larges pour respecter les distances. Ça veut dire qu'il faut fermer la rue. Moi, j'y suis évidemment favorable, sauf que pour fermer une rue, il faut faire du barriérage, il faut avoir du personnel. Il faudrait aussi que les rentrées puissent être échelonnées. À l'intérieur des classes, la distanciation sociale, c'est un casse-tête aussi. Donc ça, cette règle, la mesure 1 mètre, hein. Vous voyez bien qu'on n'est pas au-delà des 1 mètre de distance. Donc sur une table comme celle-ci, on ne peut mettre qu'un seul élève. Il va falloir dans un premier temps enlever une table sur 2. Chaque élève doit avoir à peu près 4 mètres carrés. Il va falloir bien recalculer la taille des classes. Je vais ressortir mes plans là tout à l'heure. Enfin, la récréation. Vous vous souvenez de la récréation ? Oui, bah non. C'est le niveau 0 des gestes barrières. Ah eh bien, on a regardé la définition du Robert. Récréation, temps de liberté accordé aux élèves pour se détendre. Alors, niveau liberté, la récréation, nouvelle formule, aura des airs de punition. Les élèves ne pourront ni jouer au ballon, ni échanger des objets, des cartes, des billes, ni toucher aux aires de jeu style toboggan, ni s'approcher, ni se toucher. En dernier recours, les récréations peuvent être remplacées par des temps de pause en classe à la fin du cours. Alors, deuxième règle, le lavage des mains à l'arrivée dans l'école, avant de rentrer en classe, notamment après les récréations, avant et après chaque repas, avant d'aller aux toilettes et après y être allé, après s'être mouché, avoir toussé, avoir éternué, en maternelle c'est tout le temps, le soir avant de rentrer chez soi. C'est donc au minimum une dizaine de lavages de mains dans la journée et par élève. Et tout ça évidemment supervisé par l'enseignant. On a d'ailleurs compilé tous les trucs que les profs ou les directeurs d'école vont désormais devoir faire en imaginant une journée type en maternelle qui suivrait toutes les recommandations à la lettre. Alors accrochez-vous. L'enseignant a préparé sa classe, veillé à ce que tout le matériel ait été désinfecté, porte, table, chaise, mobilier, et aéré la pièce pendant 15 minutes. Il met son masque, accueille les élèves en veillant à la distance sociale et les accompagne se laver les mains les uns après les autres. La classe peut enfin commencer. Chaque enfant se déplace selon un sens de circulation préalablement marqué au sol. L'enseignant aura aussi prévu du matériel pédagogique pour chaque élève, car ils ne peuvent pas se le prêter. Le petit Kylian éternue, il faut l'accompagner se laver les mains une nouvelle fois, en veillant à ne pas laisser la classe sans surveillance, car en cas de débordement, il faudrait leur relaver les mains à tous. Pendant la récréation, l'enseignant doit aérer la classe, désinfecter le matériel et faire sortir ses élèves par petits groupes à des horaires différents. Si l'un d'eux veut aller aux toilettes, le prof doit gérer les flux d'élèves entre la classe et les toilettes, s'assurer que les urinoirs utilisés sont distants d'au moins 1 mètre, superviser une nouvelle fois le lavage des mains avant et après. Quand cela est possible, il doit assurer l'ouverture des fenêtres pendant l'occupation des sanitaires. Puis c'est l'heure de déjeuner en salle de classe pour éviter que les élèves ne se croisent. Salle de classe qui devra donc être désinfectée de nouveau de fond en comble après le repas. Bon là en gros il est 23h, mais tout ça doit être appliqué évidemment page 51 en tâchant de réduire l'effectif présent en continuant le télétravail pour une partie du personnel quand cela est possible.
peuvent le faire. Oui, bah voilà, alors ça donne pas envie comme ça. C'est simple. Non, ça va. Oui, ça va. Ouais, ça va. Vous n'avez toujours rien compris à la rentrée des classes? Bonsoir Jean-Michel Blanquer et merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM TV. Eh ben ça tombe bien, le ministre va vous éclairer. Concentrez-vous. Pour vous le dire simplement, je vais prendre un exemple, qui est un exemple, hein, c'est pas la norme. Et une école peut choisir par exemple de faire rentrer la première semaine les CP et les CM2. Ok, là j'ai compris, mais c'est pas fini. En considérant que c'est des classes prioritaires. Si c'est des classes de 24, elle les divise par 2, donc ça fait 4 groupes de 12. Cette école a peut-être par exemple 2 autres salles disponibles. Elle va faire en plus 2 groupes multiniveaux transversaux pour des publics prioritaires. Et donc cette école aura 6 groupes d'environ 12 à 15 élèves. Et la semaine suivante, eh bien, elle va faire rentrer par exemple les CE1 et les CM1. Peut-être qu'elle aura aussi la place pour faire rentrer les CE2. Par ailleurs... il y a un par ailleurs. Des accueils pour les élèves, quand ils ne sont pas dans les petits groupes, notamment ce qu'on a appelé le système sport, santé, culture, civisme, qui consiste à avoir des lieux conçus avec les mairies où les élèves peuvent être accueillis, notamment pour des activités sportives ou de culture. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer. On continue avec une question d'Anita. Comment être sûr que mon enfant ne ramènera pas le virus à la maison? Ramenez le virus à la maison. D'abord, rassurez-vous Anita, votre enfant pourra bientôt reprendre le chemin de l'échec scolaire en toute sécurité. Mais pour vous répondre, afin d'éviter la contamination des enfants, les écoles ont mis en place des mesures d'hygiène très strictes. Parce qu'on le sait, dès qu'on a le dos tourné, les enfants c'est tripotis et tripote-moi. En classe, une distance de 4 mètres carrés devra être respectée autour de chaque élève. Et si votre enfant ne sait pas évaluer un diamètre de 4 mètres carrés à l'œil nu, il sera renvoyé chez vous par colissimo stérilisé. Dans la cour seront proscrits, c'est-à-dire intergian, les jeux de ballon et autres jeux de contact comme chat, chat perché, chat couleur et autres chabites. Les 30 minutes de récréation vont être remplacées par 30 minutes de dépression échelonnées durant lesquelles les enfants auront droit de jouer au roi du silence avec leur ami imaginaire. Et la sonnerie de l'école sera remplacée par une chanson de Vincent Delerme. Ma petite astuce propreté sur le retour de l'école, ce que je fais moi avec Ryan, mon fils, c'est que je me rends à la station de lavage à éléphant bleu et je le passe au rouleau. C'est quand même plus propre. Est-ce qu'on peut voir ton chien? Bien sûr, je le sens, mais par contre... Alors je le sens, mais je le vois pas. Tony, il est où Albert? Comment ça, je sais pas? Putain, il me gueule dessus. Je crois que ça lui prend la tête. Ah, mon amour. Il parle ou pas aujourd'hui? Évidemment, on parle tous les jours. De quoi tu parles, Tiki? Ah, Tiki, ce connard, putain, mais va te faire... Ah, dégage, que je puisse retourner sur Dogport, Tiki, ça. Barthez, ta mère, Barthez. Ta mère, ton père, ton oncle, dégage. Mais enfin, Albert, tu t'es quand même pas obligé d'être si vulgaire. Il dort. Mais oui, il dort, il est mignon. Merci, il est très joli. Merci beaucoup, Florence. Étienne, enfourche ton tigre! Je vais faire ce que je peux. On est à mercredi, donc c'est un peu le jour des enfants. Et on a une pensée pour tous les parents qui sont confinés depuis 2 mois avec leur petit bout. Tu te rends pas compte? C'est vers soleil? Oui. Joli caprice. On pense qu'ils n'auraient pas été contre avoir un peu d'aide d'une vraie pro des enfants. Bonjour Cindy. Bonjour Rémi. Bonjour Super Nanny. Super Nanny, c'est un peu le All-Star Game des enfants rebelles. Allez, on va à la douche. Attends. Lucas, tu veux m'aider? Non. Vous savez où on va aller cet après-midi? Non. T'asseoir à table. Non. Tout de suite. Non. Il y en a assez. Non. Si. Non. Tu te tais. Non. Tu te calmes. Non. Maxence, tu sors. Non, non et non. Dans chaque épisode, Super Nanny intervient pour régler les problèmes d'une famille. Que se passe-t-il dans cette famille? Mets-toi debout. Elle a l'air d'avoir du caractère, cette petite. Bon, et là encore, ça va, mais parfois elle tombe sur des familles où c'est quand même beaucoup plus tendu. Une nouvelle région, une nouvelle petite famille. Ah, j'ai hâte de découvrir ce qui se passe. Je vais vous enculer vos morts! Ouh là là, ça crie beaucoup, hein. La calotte, c'est mort, j'y suis! Comment ça? Je fais comme vous morts! Je vais vous enculer vos morts! Eh bien, il y a du travail, hein. J'ai hâte de les rencontrer. Et alors cette semaine, encore des épisodes avec des parents au bout du rouleau, comme Monsieur.
Quand il veut quelque chose, il le veut. Il est un peu au bout du rouleau. Mais notre préféré, c'est Emmerich. Alors, il est là physiquement, mais clairement, dans sa tête, il est à 10 000 km. C'est dingue, on peut le mettre n'importe où, il s'en rend même pas compte. Bon, on l'a compris, hein, dans la famille d'Emmerich, le plus gros souci, c'est la communication. Et pour continuer à cohabiter ensemble sans cri, chacun se réfugie derrière son écran. Voilà, chacun sur sa tablette pour regarder ses programmes préférés. Charge un dragon. Vise les totems. Je roule un dragon. Et je roule un dragon. Et je fume un dragon. La petite Laurine, hein, qui est une vraie future footballeuse, elle simule encore mieux que Neymar. Non, là, on n'a pas le temps, je peux pas te porter, là. Ah oui, bah oui. T'as mal à ta jambe? Ouais, autre famille, autre enfant, on a noté que Super Nanny avait eu du flair, là. Ces enfants, finalement, ne sont pas si terribles que ça. Ils sont même plutôt drôles. Ah oui, ils sont même très drôles, hein. Écoutons Lucas dire bonjour à sa sœur au petit-déj. Bah tu manges pas, fils de p***. Pardon? Ah, Super Nanny, c'est vraiment l'émission, hein, qui vous donne envie d'avoir plein d'enfants. T'es un caca, Tu pues la pisse. Tu pues de la merde. Bien sûr. Réfléchis à cette super pétasse. Merci Étienne, merci à vous de regarder Quotidien, merci à notre personnel soignant. Salut.